Bonjour à tous, bonjour à toutes, Nico sur Akasha Web Radio TV, en compagnie de Jean-Pierre Chrétien. Et on va commencer de manière très rock'n'roll cette émission top générique avec les Creedence. Et voilà, un petit Creedence pour commencer dans les... Immense Fogerty. Immense Fogerty. D'ailleurs, juste avant de commencer l'émission, on se rappelait cet album de 85 qu'on vous recommande absolument. L'album Centerfold de Creedence, enfin de John Fogerty. Ah ouais, l'album solo, un pilier, quoi, un type comme Neil Young, quoi, un type qui n'a jamais varié de trajectoire. Necronomie Actu, avec plein de sous-titres. Oui, Necronomie en marche. Necronomie en marche, voilà. D'ailleurs, il y a un petit lien avec Fortunate Son. Oui, tout à fait, exactement. C'est la macronomie, Make Necronomie Great Again. Effectivement, là, on va revenir sur tous les événements qui se sont passés ces derniers temps. C'est par ordre. Donc déjà, la dernière émission, c'était avec Olivier, c'était... Oui, le grand foutoir. Le grand foutoir, c'était justement... Le grand foutoir, là, on en a eu... la démonstration avec l'histoire de la COP 21 et Trump, qu'on avait annoncé quand même dans l'émission. On avait annoncé des grands bouleversements géoéconomiques. Voilà, on peut pas faire plus gros que ce qui s'est passé avec la COP 21 et Trump. Le retour à l'isolationnisme, ça qu'on a dit ça, le protectionnisme et le retour à l'isolationnisme, c'était totalement hallucinant, quoi. Reprendre une politique, et là on s'aperçoit que c'est vrai. Et que c'est vraiment en train de se faire, quoi. Voilà. Alors, reprenons depuis le départ quand même, parce que ces élections étaient assez rock'n'roll. Des élections plus que rock'n'roll, puisque là, bon, pour récapituler, bon, il y a ce type Macron qui est une espèce, c'est un petit peu le Joy Star finalement dans son genre de la politique, puisque qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Lui, il a foutu le feu partout. Il a commencé par foutre le feu à son mentor qui était François Hollande. Alors ça, c'était ce qu'il y avait de plus facile, parce que François Hollande, on l'avait formé, lui avait expliqué un peu comment fonctionnait le parti socialiste. Donc une fois et comme François Hollande s'était fait élire sur le côté le socialisme, l'ennemi c'est la finance, et que 6 mois après il avait pris le virage social-démocrate, que déjà à l'Assemblée il y avait ce qu'on appelait des frondeurs, donc des gens qui ne votaient même plus ces lois, qui étaient et que ils voyaient que Hollande voulait aller plus loin, donc faire un virage encore au-delà de la social-démocratie, peut-être une forme de social-libéralisme, même si on verra tout à l'heure que le social-libéralisme n'existe pas en fait. Et donc là, c'est le moment où Macron s'est dit, bon, faut que je sorte du bois maintenant. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ce type, donc, qui était seul, donc, il s'est mis en marche, il était seul, donc il a commencé par foutre le feu au PS. Alors là, bon, ça a été donc relativement facile de ce côté-là, puisque bon, le PS était clairement scindé entre ceux qui voulaient être sociodémocrates et la ligne Hamon, qui était sur une ligne plus à gauche, une vraie ligne socialiste, on va dire. Et du coup, Hamon, donc, ayant bien soin de préciser qu'il n'était ni de droite ni de gauche, s'est dit bon maintenant, il faut que j'aille plus loin, puisque bon, il était seul et juste les voix de gauche ne suffisaient pas. Il fallait aussi foutre le feu aux Républicains. Alors là, c'est vrai, bon, il a été un petit peu servi par les circonstances avec l'affaire Fillon. Et comment il a procédé? Dans le premier temps, il a foutu le feu au centre, en se présentant comme une sorte de nouveau centre. Donc, il a foutu le feu à l'UDI, il a foutu le feu au MoDem. Donc, Bayrou l'a bien senti. Donc, Bayrou immédiatement a rejoint. Derrière, des gens de l'UDI ont rejoint Macron.
et toute la tendance de ce qu'on appelait le gaullisme social, c'est-à-dire tous les gens qui étaient derrière Juppé, dont le Premier ministre actuel, hein, enfin c'est pareil, le gaullisme social, pour qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc tous ces gens-là, hop, sont venus s'agglutiner dans la ligne En Marche, quoi. Alors comme ça suffisait pas, parce qu'il s'est dit, bon voilà, maintenant j'ai désigné les socialistes, j'ai foutu le feu au centre, j'ai foutu le feu aux républicains, il a réussi à foutre le feu au Front National quand même, là où tout le monde avait échoué ces 10 dernières années, sur un simple débat télévisé, quoi. C'est vrai que Marine Le Pen est passé pour une simple d'esprit, quoi. Hein. Par la compétence. Ah ben total, là ça a fait rire tout le monde. Donc on savait plus s'il y avait de l'euro, il n'y avait plus de l'euro, du franc. Donc il a dézingué, il a foutu le feu donc au Front National. Et il s'est dit pourquoi s'arrêter en chemin. Et là il a eu le coup de génie de prendre Nicolas Hulot. Alors comme ça, hop, il a foutu le feu aussi aux écolos, aux différents partis écologistes, puisqu'en faisant entrer le pape himself, Nicolas Hulot, dans le gouvernement. Ce qui a le double intérêt, si tu veux, d'avoir, c'est un alibi, un truc extraordinaire d'avoir Nicolas Hulot, parce que même si tu te plantes dans tes résultats, tu peux dire oui, d'accord, mais j'ai fait avancer le bien de la planète, tu vois. Donc c'est vraiment un filet de sécurité d'avoir Hulot avec soi. Donc voilà, il a absolument foutu le feu absolument à tout l'échiquier politique. Et c'est là quand même où on voit quand même tous ces opportunistes, parce que le peu de conviction qu'ont quand même tous ces gens, si tu veux, c'est qu'en l'espace de, il y a un type, Macron, c'est un petit peu comme Jeanne d'Arc qui dit on va faire la guerre aux Anglais, genre, et puis les mecs, suivons là, l'air motivé, toi, et puis hop, ils y vont, quoi, toi, c'est là, c'est pas une bergère schizophrène, c'est Emmanuel Macron, allons-y, dans l'Europe, on va jouer la mondialisation, etc. Et tout le monde suit. Les mecs de droite, de gauche, tout le monde vient s'agglutiner. Mais bon, il faut le dire aussi quand même, par opportunisme. C'est énormément beaucoup, parce que quel lien peut-il y avoir entre le mec qui vient des Républicains, le mec qui vient de la société civile, le mec qui vient, c'est un espèce de comme dit Marcel Gauchet, de quoi Macron est-il le nom? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien, si tu veux. Voilà. C'est le plein Macron, comme dit le philosophe Marcel Gauchet, c'est le plein d'envie. Voilà ce que c'est. Ceci dit, il faut voir son entourage, parce que quand même, il y en a un qui n'est pas dans l'ombre, vu que c'est Jacques Attali, qui, je cite Jacques Attali en 2011, limite 2012, je cite Jacques Attali, à quelques mots près, qui disait « Ce serait intéressant d'avoir un inconnu à la présidence ». 2011. Est-ce que tu sens qu'il a vu... Non, Attali, si tu veux, réécrit l'histoire en permanence. Il est très fort là-dessus. Donc, je pense que moi, la vision d'Attali, ça fait longtemps que j'y crois plus. Bon, il a eu Macron, hein, il a bossé avec Macron, et Macron, c'est vrai, a repris un certain nombre des idées d'Attali, notamment, sur les taxis, sur les transports, les bus, enfin tout. Libéraliser un certain nombre de choses qui étaient encore bloquées dans la société, quoi. Mais bon, ça c'est des trucs n'importe qui aurait pu voir. Hein. Donc non, mais à qui il a foutu un coup, rappelle-toi, on avait quand même l'agité du bocal, Sarkozy qui voulait carchériser tout le monde. Voilà, on a quand même un mec qui a foutu le feu, qui a fait quand même à tous les partis politiques en mois de temps, quoi. Ça c'est quand même faut lui reconnaître ce talent. Même Sarkozy le reconnaît, les dernières pas. Personne. Alors imagine tous les gens qui sont encartés depuis 20 ans, etc. Quoi. Ils se retrouvent, ils se sont donné du mal pour monter dans l'organigramme d'un parti qui n'existe plus finalement. Hein. Et oui, en fin de compte, je pense que Emmanuel Macron a monté
Eh bien, est arrivé en présidence comme on monte une PME, quoi. Oui, oui, mais Macron, c'est un libéral. Si tu veux, si tu regardes en fait le programme de Fillon ou le programme de Macron, il y a beaucoup de points communs. La différence, si tu veux, c'est que Macron, c'est un libéral optimiste et Fillon, c'est un libéral pessimiste. Tu vois, donc, en plus, au niveau des gens, qu'on a vu Fillon arriver avec son programme libéral, mais type thatcherien, si tu veux, ça fait flipper tout le monde, hein, sur la santé, sur ceci, cela, tout le monde était terrorisé, hein. Donc, est-ce que Macron, c'est le libéral optimiste. Tu le vois bien sur le terrain quand il allait parler aux mecs de Whirlpool, il leur dit vous inquiétez pas, si on vous trouve pas repreneur, vous allez repartir en formation et en formation, il croit vraiment à ces trucs-là. Tu vois, la destruction créatrice de Schumpeterienne, lui, il y croit vraiment. Il pense qu'il suffit de remettre les mecs en formation et hop, il croit vraiment à l'Europe, il croit vraiment à la mondialisation heureuse. Bon, là, il vient de se prendre, on en reparlera avec l'histoire de Trump. Là, son libéralisme optimiste, là, il vient d'avoir son premier choc, hein, de voir que non, le libéralisme, c'est pas un truc, c'est un truc ultra concurrentiel. Chaque pays, on doit être amis, on est tous concurrents. Regarde la campagne que fait le Portugal en ce moment pour attirer nos retraités. En leur disant vous allez gagner 30% de pouvoir d'achat en cramer votre retraite au Portugal. Donc voilà, d'un pays à un autre, c'est du chacun pour soi. C'est ça le libéralisme, hein. Donc non, mais Macron, c'est un libéral. Faut pas. C'est le premier président libéral français. On n'en a jamais eu avant, quoi. Alors, avec toutes ces affaires, quand même, parce que c'est pas ça qui a manqué, et surtout, quand la première chose, c'est d'actualité un peu sur cette loi de la moralisation. Est-ce que justement, selon toi, est-ce que la morale et la politique, est-ce que c'est pas une illusion, ça? Non, alors ça, ça, si tu veux, c'est le discours ambiant. Alors ça, partout, dans les médias, comme aurait dit l'ami Jean-Claude, ou partout. Maintenant, c'est oui, mais trop de transparence, vous comprenez, c'est normal d'aider, de faire bosser sa femme, de faire bosser ses enfants, personne n'est parfait, l'être humain n'est pas vertueux par essence, donc voilà, le discours ambiant, c'est marrant, il y a eu un renversement dans ce coup, c'était voilà, faut admettre, il faut quasiment admettre ce principe que bon, bah voilà, bah non, c'est pas comme ça. En tout cas, en Europe du Nord, alors on va lui dire oui, mais c'est des protestants. Alors c'est la morale protestante, mais voilà, sans aller dans la morale protestante. On peut pas faire du capitalisme sans riche, comme on vient de le voir dans l'affaire Ferrand. Pour moi, l'affaire Ferrand, c'est assez emblématique de ce qu'on nous vend en ce moment. C'est quand même extraordinaire. L'affaire Ferrand, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, c'est un type quand même directeur général des crédits mutuels de Bretagne. La mutuelle de Bretagne veut acheter un local, donc il a l'information, il est directeur général de la boîte, donc hop, il va signer une promesse de vente qui cède à sa compagne. C'est lui qui l'a signé, il la cède à sa compagne. Sous réserve sous réserve que le client signe l'accord. Donc ils font une proposition, le client donne, il y a 3 propositions sur le bureau du client. Lui, il n'est pas dans le conseil d'administration, mais il est directeur général. Donc il sait très bien que sa proposition, sur les 3 propositions, il connaît le prix auquel ont répondu les 2 autres. Donc il répond pour être moins cher que les autres. Donc il a l'accord de la boîte qui dirige. Le conseil d'administration donne son accord, sa compagne monte la SCI en vitesse, toi, en vitesse, quoi. À ce moment-là, il y a rien, c'est du capitalisme sans risque. Elle monte la SCI en vitesse, elle va voir sa banque en montrant la signature, et hop, pour faire l'emprunt, pour acheter le locaux. Voilà, donc ça, c'est quoi ça? Tu vois, je veux dire, c'est quand même limite. Alors après, il va dire oui, mais attention, il n'y a pas des, c'est ma compagne, je ne suis pas marié, je ne suis pas maxé. Bah oui, Coco, mais t'as quand même 2 enfants avec elle. T'étais quand même là le jour de leur conception.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quand même une relation sentimentale et de gamin avec, quoi. Non, c'est quand même des plans, c'est quand même plus que limite, quoi. Tu te refiles à un marché, t'es sûr. En plus, il avait bien spécifié qu'aucune sur la promesse de vente que rien ne se ferait. Il n'achèterait pas les locaux si si l'opération avec les mutuelles ne se faisait pas. Donc il y avait zéro risque. Théoriquement, le capitalisme, c'est quoi? C'est là où il y a Paris, il y a espoir de gain. Mais si c'est ça le principe, là où il y a Paris, il y a espoir de gain. Mais s'il n'y a pas Paris, je veux dire, il n'y a pas espoir de gain, c'est autre chose, c'est un autre système. C'est un système pour se faire du fric parce que on est initié. C'est du délit d'initié, tout simplement. Voilà, ça porte un nom, c'est du délit d'initié. Ben non, ça, c'est plus possible. Si, forcément, tous les politiques, on revient sinon, tu sais, un petit peu aux politiques des années 60. Voilà, l'objectif, c'était, faut savoir si on veut faire de la politique pour faire des affaires, tu vois, parce qu'on a un pouvoir et on sert de la politique pour faire du business, ou on veut faire de la politique pour réellement servir la cité. Mais c'est une approche qui est complètement différente. Non, non, moi je crois que il faut vraiment des gens irréprochables. Ben justement, à trop vouloir des gens irréprochables, c'est que dans ce milieu-là, moi je dirais que nul n'est ni blanc ni noir, mais à trop chercher, justement, il y a aussi un acharnement des médias à chercher le moindre truc, qui n'a pas payé ses PV. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de Robespierre, Robespierre qui voulait absolument une pureté et une vertu absolue pour tous les responsables? On a rien dit parce que là, ça vient de sortir. Si tu veux, ça vient de sortir parce qu'il y a eu l'affaire Fillon, mais toutes ces dizaines d'années, ces décennies où on n'a strictement rien dit. Regarde, rappelle-toi avec Pasqua, toutes les opérations en Afrique, toutes les opérations, c'était inimaginable, toutes les fraudes, toutes les magouilles qu'il y a pu y avoir. Et il n'y a jamais de condamnation. Il y a le seul il y a eu un mec qui a eu de l'honneur dans ces histoires, c'est Bérégovoy qui s'est suicidé pour un prêt que Pella lui avait fait sans intérêt. Tu vois, le pauvre vieux, il s'en est suicidé, si tu veux, parce que c'était un homme d'honneur qui avait. Mais tous les autres, non, les autres, ce sont, oui, beaucoup de gens. Moi, je pense que non, c'est pas chercher la petite bête, Hein. Juppé qui a payé pour les autres. Hein. Je pense que Juppé a plus payé pour le père Jacot, pour Jacques Chirac que. Chirac, les emplois fictifs, c'est pas beau ça. Non, je pense que c'est Juppé. Bien sûr. Mais ça existait pendant des années. Moi, je le vois à Paris. Alors là, et sur le logement, je t'en parle même pas. Bon, là, il semblerait que ça s'arrête. Hein. Là, ils ont mis tout un système de régulation, etc. Mais les pots de vin pour avoir des logements sociaux, des machins, etc. En veux-tu, en voilà. Les emplois fictifs, les ceci, les cela, même les assistants parlementaires, les emplois familiaux, c'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Il peut pas y avoir d'un côté des gens qui prennent des risques qui sont complètement broyés, puis de l'autre des gens qui retombent systématiquement sur leurs pattes sans prendre aucun risque dans leur vie. Alors revenons-en justement à Monsieur Macron. Cramon, Emmanuel Cramon et Brigitte Chalumeau. Ben là, c'est quand même quelle entrée en matière. Hein. Alors là, on a tout eu. On a eu entrée très solennelle, entrée une passation de pouvoir des plus classiques et des plus solennelles. Hein. Je pense que c'est bien droit, bien solennel. Voilà. Non mais parfaite, un début tonitruant. Alors tu sais, il avait beaucoup observé Justin Trudeau. À chaque fois qu'il regardait Justin Trudeau, il le regardait avec des yeux complètement pour voir un petit peu. C'est un type qui apprend très très vite. Tu sais, en plus comme il a fait beaucoup de théâtre avec Brigitte Chalumeau, ces trucs christiques là pendant ses
En marche, etc. Toi, donc c'est un mec qui vient du théâtre aussi, donc c'est. Ah ben sa compagne ex justement. Oui, tout à fait. C'était sa prof de théâtre, donc Bridget lui a bien appris, toi, toutes ses poses et au niveau mimétisme, il est très très fort. Il apprend très très vite. Alors après, bon, on l'a vu, il a eu le coup de la poignée de main virile avec Trump. Là aussi, voilà, c'est l'histoire de poignée de main. On a été sur. Là, il y a un achat. C'est pas un acharnement, c'est qu'il y a une volonté toujours des médias de focaliser sur des gros plans sur les poignées de main. Tu sais, ouais. La poignée de main virile, tu sais, vraiment à l'américaine. Je suis un homme. J'ai toujours détesté ça, moi. Tu sais, les mecs qui me serraient la main comme ça pour me montrer, tu vois, c'est vraiment le truc à la con, ça, tu vois, l'espèce de truc de virilité à 2 balles. Bon, alors je veux bien croire que Trump comme ça, et bon, il s'est dit, bah tiens, je vais lui montrer que moi je suis moins costaud, mais que je serre fort les mains. Enfin bon, tac. Après, il y a eu le match Bridget Chalumeau contre Melania Trump aussi, là. Avec donc l'ensemble Louis Vuitton contre la veste à $45 000. Hein, bon, on est bien loin pour faire. Tout à l'heure, je te parlais du philosophe Marcel Gauchet qui disait qui dit de Macron que Macron est le plein d'un vide. C'est Marcel Gauchet, c'est aussi le théoricien, c'est lui qui a écrit Le désenchantement du monde, qui explique évidemment que ce ne sont plus les religions qui structurent notre monde, qui structure nos pays, c'est l'économie en fait. Hein. L'économie étant devenue aussi une idéologie en fait. Hein. Et preuve en est, tiens, je voulais t'en dire 2 mots, c'est pour ça que je voulais avant l'émission, je te parlais de ce bouquin de Nick Cave que je suis en train de lire. Preuve en est, un moment donc c'est un roman qu'a écrit Nick Cave. Et là, j'ai appris un truc pas croyable. J'ai appris dans le bouquin de Nick Cave que le short lamé en or que porte Kylie Minogue dans sa chanson Spinning Around, qui est un hymne à la sodomie, si tu veux, est dans un musée à Melbourne où la température est contrôlée pour le conserver et assuré pour 8 millions de dollars. Soit plus cher que le Saint-Suaire de Turin. T'imagines le truc, quoi. 8 millions de dollars, plus cher que le Saint-Suaire de Turin. Donc, la prédominance de l'économie sur la religion. Enfin, donc voilà, donc pour en revenir plus sérieusement. On peut faire une pause de Nick Cave. Ouais, je te le conseille, la mort de Bonnie Monroe, d'ailleurs. Il a écrit un truc de nouvelles, et ça, c'est un roman, c'est très, très bien, un peu trash, quoi. Hein, c'est pas. Nick Cave, hein. Voilà, quoi, Nick Cave. Avec une émission tout en musique hein, pour cette session-là. Donc, Nick Cave, je recommence. Right Hand. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a... Nick Cave. Oui, c'est la musique, en fait, le générique d'une super série qui s'appelle Peaky Blinders, qui explique comment les Gitans ont pris le contrôle de Londres. Et Peaky Blinders, c'est parce qu'ils avaient des lames de rasoir à l'intérieur de leur casquette, quoi. Alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez balancer des messages sur le chat YouTube, hein, Oui, bien sûr. Sur l'actu en cours et sur nos propos, un économie actu avec Jean-Pierre Crépin et moi-même, Nico, pour vous servir. Alors on en était à la diplomatie, voilà, au stade diplomatique qu'a amorcé Emmanuel. Oui. Oui, c'est ça. Alors, entrer en matière quand même fulgurante. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu un président faire un double discours en français et en anglais. Ça, on a toujours eu que... on avait Fabius qui parlait bien anglais, mais il n'a jamais été président. Hollande, Sarkozy, j'en parle même pas, puisque il avait été recalé à Sciences Po, au concours d'entrée de Sciences Po à cause de l'anglais.
Et puis les autres, c'était pareil. Hein. Ça fait penser à ces histoires de poignées de main. À force de faire des gros plans sur ces poignées de main, on a limite sexualisé la poignée de main, tu vois. Je crois que bientôt, prochainement, dans les sites YouPorn, tout ça, ils vont faire une catégorie spéciale poignée de main. C'est Ouais, ouais. Ah non, mais c'est devenu. Ils aiment bien. Voilà, tout ce qui est à New York. Bon, c'est sûr que dans le bassin minier, il a peut-être un peu moins la cote, mais c'est un petit peu. C'est comme chez nous finalement. Macron, il plaît dans Boboland. Il plaît énormément, quoi. Il a tout pour plaire. Alors, justement, à trop jouer de la poignée de main, j'ai lu quelque part, tiens, pas plus tard que ce matin, un article, enfin un peu de revue de presse, un article comme quoi Trump, justement, aurait été limite très vexé que, justement, Macron se vante se vante de cette poignée de main, se vante de dire moi voilà, je l'ai bien tenu, tout ça. Trump a été un petit peu plutôt irrité par ce type de propos. Donc voilà, ceci peut-être expliquant cela, mais bon, je pense que Trump déjà voulait sortir de la COVID-19 depuis. C'était son programme. Pour l'instant, ce type essaie de mettre en œuvre. Là, il refait passer devant la Cour suprême son décret anti-immigration sur les musulmans. Sur l'Obamacare, il est revenu à la charge. Justement, sur la sortie de la COP21, il l'avait annoncé, il le fait. Nous, c'est vrai qu'on est tous étonnés quand un mec se fait lire sur un programme et le tien, mais pour l'instant, voilà quoi, il fait ce pourquoi on l'a élu. Justement, à propos de l'Obamacare, je crois que déjà les 100 premiers jours de Trump ont été quand même un petit peu compliqués parce qu'il s'est quand même pris de l'État profond en pleine face. Hein. Lui qui prônait l'isolationnisme quand même et se retirer justement et être un peu plus en réserve sur les actions militaires. Ah mais il l'a dit, l'OTAN terminé. Obama auparavant était allé voir Merkel. Hein. Obama avait prévenu Merkel. Il avait dit attention, si avec Trump c'est un fou furieux, il va falloir que vous investissiez dans votre défense, hein, parce que là c'est terminé les histoires avec Trump. Donc ça a tourné en Europe, ça a été ça, hein, dire l'OTAN terminé, le G7 pareil, on veut plus d'hégémonie mondiale, on veut plus dominer quoi que ce soit. Maintenant on reste chez nous, America First, America Great Again, démerdez-vous. Est-ce que c'est pas pour faire plaisir justement au Sénat et au Congrès son action en Syrie, parce que bon, son action en Syrie a duré quelques jours, mais là on n'entend plus parler. De Trump? Oui, quand il y a eu l'attaque chimique que monsieur. Ah oui, non, mais ça c'était. C'était comme ça, c'était un effet de. Non, mais ça c'était. Oui, pour faire plaisir au Congrès, voilà. Oui, tout à fait. Et sur le reste, bon, bah voilà, il est dans une logique, si tu veux. Il dit bon, voilà, nous sommes leader mondial en production de pétrole, leader mondial en production de charbon, leader mondial en production de gaz. Pourquoi on irait signer un traité pour ralentir notre production? Le déversement, le reversement vers les énergies renouvelables se fera de fait et naturellement, voilà, suivant un mode mais on n'a pas besoin, nous, d'aller amputer notre économie dans des domaines où nous sommes leaders. En plus, il s'est mis dans la tête qu'il allait exporter du charbon. Ça, on ne sait pas véritablement comment il va faire, mais voilà, il s'est mis dans la tête qu'il a aussi exporté du charbon. Donc, oui, parce qu'il a quand même quelques lobbies. Alors ça sera pas en Chine, puisque du coup, suite à ça, bon bah la Chine est en train de préempter pour le coup le leadership dans les énergies renouvelables, parce que c'est vrai que la Chine, moi pour avoir vécu quelque temps en Chine, bon bah la pollution en Chine, quand tu es à Pékin ou même à Hong Kong, quand tu vois tous ces gens ça avec leurs masques, c'est pas pour rien que les mecs qui se baladent avec des masques, etc. La pollution, tu regardes le ciel, tu la vois la pollution. Hein. Il y a tellement à cause du charbon, à cause de tout ça. Donc
les Chinois, ils ont compris. Et puis, bon, bah, ils ont compris que sur le plan économique, c'était une manne fabuleuse. Donc ça, c'est la Chine aujourd'hui, ça va être 50% des énergies renouvelables, je crois 20% l'Europe, 25% les États-Unis, mais ça va être le leader incontesté. Dès que tu voudras recharger ta batterie de bagnole électrique, ça sera avec des énergies renouvelables chinoises ou je ne sais quoi, non, voilà, ça va être les leaders. Donc maintenant, faut espérer que l'Europe fasse une alliance avec la Chine, ce qui va permettre à la Chine de vendre ses produits en Europe. Alors, je peux vous répondre sur le chat YouTube. Donc, un petit bonjour à Stéphane qui nous salue. Donc, si Stéphane, si tu as une question à poser, si tu as un commentaire à faire, il n'y a pas de souci, je le lirai. Donc, alors, diplomatie avec Trump, la poignée de main n'a pas suffisamment été efficace. Non. Et ça, c'est les limites du libéralisme optimisme, il suffit pas, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu de Monopoly, c'est un jeu, on est tous concurrents et la concurrence, elle est plus que farouche, quoi. Business is business, si tu veux. Et voilà, donc Trump, il est resté dans sa logique, il pensait quelque part, Merkel n'avait aucune illusion sur sa capacité, de faire changer Trump d'avis. Lui, il s'est dit quand même si ça va être possible de faire changer un peu Trump d'avis, etc. Bon, la preuve que non, quoi. Après Trump, on a eu Poutine. Poutine, lui, tu vois, pour une fois, c'est quand même à se demander s'il n'y avait pas des liens effectivement entre Trump et Poutine, puisque lui, tu as vu, il a une position d'une extrême modération, et il dit, non, faut avoir une position, faut peut-être renégocier avec les États-Unis, quoi. Bon. Alors après, là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, puisque on parle, il faut un délai de 3 ans pour sortir et encore un an derrière, donc ça nous mène à la fin du délai de Trump, à la fin de la présidence de Trump. Donc, maintenant, on sait pas si demain toutes les entreprises continuent à reprendre leur production d'avant, etc. Comment on peut contrôler, puisque dans la COP21, il n'y a pas prévu de sanctions, il y a pas prévu de contrôle non plus. Si tu veux, c'est un acte de bonne foi. Tout le monde a signé. En bas d'une feuille qui était un acte de bonne foi, mais il n'y a aucun moyen de contrôler quoi que ce soit. Donc, pour en revenir à Poutine, donc Poutine, lui, a été un peu plus, disons qu'il y a eu le Poutine face à Sarkozy, face à Hollande, alors face à Sarkozy avec ce qu'on a su après sur l'engueulade, du coup c'était pris Sarkozy. Oui. Avec Poutine, oui. Donc là, quand même, c'est pour ça que les médias ont un petit peu glorifié aussi Macron. On dit, oui, vous avez vu, quand même, il lui a dit ce qu'il pensait sur les médias russes. Oui, bien sûr. Non, mais on était une espèce de fierté, puis le côté qui parle en anglais, quoi. Ça c'est vrai que ça a stupéfié. C'est la première fois qu'on voyait ça, quoi. Un double discours, l'invitation à venir en France pour les chercheurs. La prise de parole à 11h aussi le soir. Moi, j'étais devant ma télé quand tout coup, je vois Macron apparaître. Mesdames, messieurs, attention, je prends la parole parce que s'il vient de se passer très grave, tu vois, donc toute une mise en scène. Il était 11h30, un truc comme ça quand il a pris la parole, tu vois. Donc ça fait le mec qui travaille tard et voilà, qui préserve les enjeux. Non, là, c'était. Tu as remarqué que même Hidalgo considère ça comme un attentat parce que mettre l'hôtel de ville en Iran. Oui, tout à fait. Hidalgo, le maire de New York aussi, la pointe sur le World Trade Center, tout en vert, beaucoup de pays, hein, si tu veux. Ça avait quand même été ratifié par 200 pays. Ça a mis 20 ans pour être ratifié par 200 pays, même l'Arabie Saoudite, etc. Donc, si tu veux, il y avait que la Syrie, je crois, et le Guatemala qui n'avait pas signé. Toi, dans les démocraties, donc c'était quand même une réussite. C'était la reconnaissance quand même d'un fait qui est incontestable. Donc c'était
Et puis hop, patatrac, quoi, patatrac. Le type le rappelle, bon, mais clairement, il dit bon bah voilà, moi j'étais élu par les mecs de Pittsburgh, pas par les citoyens de Pittsburgh, pas par les citoyens de Paris, exactement, quoi. Donc ça fait drôle, quoi, mais On va revenir aux autres aspects, aux autres chapitres du sommaire oui. que tu m'avais envoyé. Donc là, on a évoqué la politique intérieure et extérieure liée à la France. Alors, je sais que, je sais pas si tu vas aborder le revenu de base maintenant. Le revenu de base, on peut en parler. Bah oui, ça c'est quand même un thème majeur parce que ça ressurgit là depuis quelques jours dans l'actualité. Alors, Ouais, du coup, voilà, donc le revenu de base, suite à la dernière émission avec Olivier, me semble-t-il, tu m'avais dit, tiens, ce serait quand même intéressant de bien développer, oui. parce que quand même, bon, comme je t'avais dit, le revenu de base est venu sur le tapis, mais sûrement, il a été mal porté. Et évidemment, quelqu'un qui fait 6%, il ne peut être que mal porté. Il n'y a pas eu assez de débat en France sur ça, il n'a pas assez été suffisamment expliqué, sachant, partant du fait que aussi, comme je te l'avais dit, associer le revenu de base avec la dépénalisation du cannabis, forcément, dans la tête des gens ici, ça a sonné. Ils vont plus rien foutre, ils vont fumer toute la journée. Ouais. Ils vont plus rien foutre, ils vont fumer. Donc, évidemment, ça a été plutôt mal. Et en même temps, il y aura pu bosser, puisqu'ils ont taxé les robots, quoi. On va en plus taxer les robots. Donc, non, moi, ça me semblait, justement, ça me semblait un très bon programme, quoi. Le fric vient des robots, on fume toute la journée, puis personne ne fait rien, rien foutre à être payé, ça semblait extraordinaire. Bon, bah, les gens en ont décidé autrement parce qu'ils n'ont pas véritablement, effectivement, compris de quoi il s'agissait. Alors, faut préciser parce que quand on parle du revenu de base, si tu veux, alors il y a le revenu universel, le revenu de base. Et le revenu d'existence. Déjà, sont trois approches totalement différentes, hein, puisqu'il y en a qui viennent se substituer, l'approche Hamon, qui était complémentaire même de certaines allocations qui ne venaient pas se substituer aux allocations existantes. Le revenu de base, tel qu'il a été conçu, si tu veux, initialement, expliqué dans Capital et Liberté par Milton Friedman, qui était tout sauf un dangereux communiste ou socialiste, hein, qui était un grand libéral, donc, a été explicité comme l'impôt négatif. Alors l'impôt négatif, c'est quoi? C'est par exemple, prenons un ménage. Alors, c'est un moyen, évidemment, d'éradiquer d'une certaine façon, de lutter contre la pauvreté, mais c'est aussi un moyen de stimuler les gens à travailler. Le revenu de base, tel que le concevait Milton Friedman, qui a été repris là par Génération Libre ou Gaspard Koenig, un think tank de jeunes libéraux là. On voit de temps en temps sur les plateaux télé. C'est par exemple un ménage qui gagne, disons, 25 000 euros. Bon, je te dis un chiffre comme ça au hasard. Supposons que le seuil auquel ils sont imposables, c'est 30 000 euros, et eux gagnent 25 000 euros. Donc, ils ne sont pas imposables. Donc, de 25 000 à 30 000, si tu veux, ça fait 5 000 euros de différence pour qu'ils arrivent à un seuil imposable. Donc, on leur verse 50% de 5 000 euros. 2 500 euros, voilà. C'est ça l'impôt négatif, si tu veux. C'est pas un crédit, on te verse en cash sonnante et trébuchante. Voilà. On te verse la moitié que tu vas refoutre effectivement dans l'économie. Moi, c'est un plan même des gens comme Tony Negri, toi, dont la pensée a inspiré, dit-on, les Brigades Rouges. Donc c'est pas pense aussi et moi je le pense aussi, que c'est tout simplement un plan de relance déguisé. C'est un truc pour soutenir la consommation, parce que qu'est-ce que tu fais si on te file c'est quoi le modèle de société dans lequel on se dirige?
Hein. Pourquoi Bill Gates dit il faut taxer les robots? Pourquoi le patron de Tesla, le patron d'eBay et maintenant Zuckerberg la semaine dernière disent il faut se pencher sur le revenu de base. Toi, les trois des plus grands patrons de la nouvelle économie, plus Bill Gates, enfin les 4 plus grands patrons de la nouvelle économie, disent bon bah voilà, faut se pencher sur cette question, il faut y réfléchir. Pourquoi ils le disent? Moi, je ne veux pas faire de l'apocalyptique à la Jovanovic, mais je vais quand même en faire un petit peu. C'est que ces mecs-là, ils sont au cœur. Ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de développer avec l'intelligence artificielle, avec la voiture autonome pour Tesla, etc., parce qu'on va y venir, parce que bon, malgré tout, la voiture, ça reste un truc des plus dangereux, si tu veux, dans une vie humaine. Alors, je te coupe, Ford a changé de président, a changé de PDG récemment pour mettre le nouveau patron de Ford. C'est quelqu'un qui justement est très investi beaucoup dans le transhumanisme, dans la robotisation. Bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, on va y venir. Donc tous ces mecs-là, dis-toi bien, eux, ils ont le bulletin météo. Ils ont le bulletin météo, tous ces patrons de la nouvelle économie. Donc, ils savent qu'on va vers une destruction massive d'emplois, mais pas le truc schumpeterien, destruction créatrice. Ça va laisser des millions et des millions de gens sur le carreau, si tu veux, au même titre que le big data a supprimé, en train d'éradiquer ceux qui formaient les classes moyennes, ceux qui brassaient l'information entre ceux qui produisaient et ceux qui achetaient, qui sont aujourd'hui remplacés par un logiciel. Bon, bah là, avec l'intelligence artificielle, et à la vitesse où ça va, la singularité technologique et compagnie, mais même avant, il est évident que tous ces mecs-là, Zuckerberg, avec son côté Lennon, en plus il a un petit côté Lennon, plus il est avec une asiatique un peu genre Yoko, tu vois. Chaque fois je vois. Bon bah tous ces mecs-là, ils veulent rester en vie, tu vois. Ils veulent que leurs enfants restent en vie. C'est pour ça que Bill Gates, il a fait une fondation et il a pas filé tout le cash non plus à ses enfants. C'est qu'en moment ils savent très bien qu'ils sont devant un phénomène de destruction. Que leurs innovations vont détruire des masses et des masses et des masses, des millions d'emplois, et qu'on va sinon vers une révolution. On va vers une révolution parce que c'est quoi le modèle vers lequel on se dirige, qu'ils imaginent. Et ce que je disais l'autre fois à notre cher ami Olivier Burette, c'est que, en fait, le modèle des sociétés dans lesquelles on va vivre, c'est l'ubérisation, d'un côté, c'est-à-dire qu'on sera ubérisé, le paiement à la tâche, et le reste du temps, donc, le revenu d'existence ou le revenu de base, ça servira simplement à mobiliser ton cerveau à ce que ton cerveau reste mobilisé dans l'attente d'une mission. Comme tu seras payé qu'à la tâche, bah, faut bien qu'on te donne en attendant de quoi payer tes factures pour payer ton électricité, toute ta consommation justement de base. Toi, tous tes frais minimum en attendant il n'y aura plus de congés payés, il n'y aura plus tout ça, donc on sera tous ubérisés à ce moment-là. Donc c'est ça la logique, revenu de base plus ubérisation. C'est pour ça que tous disent bon bah voilà, c'est le moment d'y penser. Comme pour la taxe sur les robots, parce que on va à la vitesse où on va. Même Jérôme Lanier, qui est le plus grand, le père de la réalité virtuelle, qui est le plus farouche opposant à Kurzweil, le pape du transhumanisme, le patron de l'ingénierie de Google, à Ray Kurzweil. Donc Jérôme Lanier, qui est cette espèce de rasta blanc qui joue plus de 30 instruments traditionnels, un type assez génial. Bon bah lui, il le dit, lui il a perdu ses parents dans un accident de bagnole, toi. Donc il te dit on peut faire ce qu'on veut, mais la voiture autonome, avec la voiture autonome, on aura de toute façon beaucoup moins de tués sur les routes qu'on en a actuellement. C'est pour ça que Google aujourd'hui, son métier, c'est de déposer heure par heure, il dépose des dizaines, enfin qu'est-ce que je dis, des dizaines, des centaines de brevets dans tous les sens. Mais c'est pas, Google, ils vont pas faire des bagnoles à la place de Tesla, ils vont faire des logiciels qui vont dans ces bagnoles.
Tu vois, c'est ça leur nouveau métier, c'est fournir des logiciels qui vont dans tous ces trucs-là, quoi. Est-ce que Google aussi n'a pas aussi le but de robotiser aussi l'être humain dans le sens, tu vois, moi je pense à ces fameux casques virtuels où maintenant les projets Ouais, bien sûr, bien sûr. même carrément dans l'œil ou alors dans le casque, c'est que tu sors dehors, tu vois une nana, tu vois déjà son statut Facebook, célibataire, tu vois son prénom, tout ça, tu as une tonne d'informations qui te viennent. Est-ce que le but de Google, justement, c'est avec cette histoire de la réalité augmentée, Oui. et de complètement formater l'être humain, et ça que de faire en sorte que quand tu enlèves le casque, à quoi bon vivre? Oui, bah ça c'est un gros problème. Mais d'un autre côté, si tu veux, il y a un moment où, si tu veux, la vie, ça va être, enfin, il va y avoir, en ce moment, si tu veux, enfin là-dessus, il y a deux avis, toi. Si tu regardes les mecs de la Silicon Valley, toi, par exemple, en ce moment, ils se sont engouffrés dans une tendance, un nouveau trend aux États-Unis, qui est le minimalisme. Donc, ceux qui nous écoutent là, peuvent aller voir, ils tapent minimalisme. Il y a un film qui sort là, qui a été présenté dans tous les festivals, où il y a plein de blogs autour de. Parce que eux, ils sont dans la robotisation, dans la fabrication de logiciels, mais ils veulent pas que leurs enfants soient comme ça. Tu comprends? Alors le minimalisme, ça consiste à vivre avec le nombre le plus petit nombre d'objets. Moi, je vis avec 50 objets, par exemple, pas plus. Ouais. Une brosse à dents, un machin, un lit, tac, 2 paires de bombes, c'est ça. Alors, il y en a qui vivent avec 30 objets, d'autres 50 objets. Donc, il y a à la fois ce retour, style un peu à la Henri David Thoreau, une vie simple. Les mecs qui refusent la Smart City. Ce qu'on appelle la Smart City, c'est de tout connecter, quoi, finalement. Et souvent, c'est aussi des mecs de Boboland, hein, faut pas croire. Et sinon, tu as des minimalistes de fait qui sont plus, comme moi, par exemple, je suis un minimaliste de fait, puisque comme j'ai pas de rond, donc je suis de fait un minimaliste, mais plus dans une optique, on va dire, survivaliste, quoi. Mais c'est ça qui va se passer. Alors, pour répondre encore plus en avant à ta question, je pense que les pauvres qui n'auront plus accès à rien, si tu veux, effectivement, eux, ça sera un moyen de s'en débarrasser. Comme aujourd'hui, on s'en débarrasse quelque part avec les jeux vidéo, ben, on les enfoncera encore plus dans le virtuel. Aujourd'hui, déjà, nos personnalités numériques sont souvent plus importantes. Rappelle-toi le deuxième monde. Tu as connu l'histoire du deuxième monde. Tu te rappelles le jeu où tu te faisais une personnalité, tu te faisais un corps. Oui, d'ailleurs, j'ai cherché le nom du jeu et je l'ai toujours pas trouvé. Bah, c'était le deuxième monde. Ouais, c'était. Tu pouvais jouer sur Internet. Alors tout le monde se faisait des corps d'athlète. Tu pouvais coucher avec des nanas. Tu pouvais. Enfin bon, c'était voilà quoi. Il y avait une chinoise qui vivait en Allemagne qui avait fait une fortune avec ça quoi. Et donc à un moment, si tu veux, t'avais un décrochage total des gens. Qui logiquement préféraient, si tu veux, leur vie virtuelle, où ils arrivaient à leur vie réelle. Ceci dit, j'ai essayé les casques virtuels. Hein, j'ai eu l'occasion d'essayer il y a quelques semaines. C'est quand même assez troublant. Hein, quand tu passes ne serait-ce qu'un quart d'heure avec et qu'après tu l'enlèves, c'est assez troublant pour le cerveau, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est clair que avec les lunettes connectées, on va encore franchir. Alors après, bon, évidemment, ça va être toute une partie aussi de psychiatrisation de la société, avec évidemment un nombre grandissant de maladies. Mais je pense moi que justement vivre normalement. Avoir une vie non algorithmique déjà, ça va devenir un truc extraordinaire, toi. Déjà ne pas trouver son boulot sur un site de recherche par rapport à ton profil, rencontrer ton conjoint ou rencontrer une nana
comme nous on l'a fait. Si tu l'as rencontré où, ta nana, bah, je l'ai rencontré là, dans la rue, dans un rade, j'ai vu la nana, je me suis approché, je suis des trucs comme nous on l'a vécu à l'ancienne, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Si tu veux, personne ne croira, personne ne croira, bon, c'est possible, vous avez fait ça, oui, mais voilà, on sait comme ça, quoi. Non, c'est sûr que ça va être des modifications majeures, mais je pense en même temps que, si tu veux, toutes ces tentations, toutes ces sensations qu'on a vécues nous et qu'on continue de vivre, fort heureusement, sont extrêmement recherchées, mais peut-être pour une élite. Moi, je vois plus la vie virtuelle pour les pauvres, quoi, pour les faire tenir tranquilles. Et en parlant justement de virtuel et de votre monde, c'est pensé au White Rabbit. Exactement, du Reslick. Le Jefferson Airplane, un groupe vraiment révolutionnaire. Paul Kantner nous a quittés il y a 2 ans, mais eux, c'était des vrais révolutionnaires, quoi. Un groupe, bah voilà, comme de l'époque, il y avait le Grateful Dead et le Jefferson Airplane avec cet album Volunteers, une chanson culte qu'on trouve de temps à autre dans des films, quoi. Allez, je vous propose de suivre le petit lapin blanc des Jefferson Airplane. Voilà là. C'est la peine. Tiens, c'est pensé à cette scène dans le film Las Vegas Parano, Ouais. Avec Benicio del Toro dans sa baignoire. J'ai un trip hallucinant sur cette musique, en demandant à Johnny Depp, qui incarne Hunter Thompson, de lui balancer le poste dans la baignoire. Il y a un film, on le retrouve aussi dans un film, c'est assez drôle, qui a été fait par un Français, je crois que ça s'appelle Moonwalker, qui est l'histoire, tu sais, où Nixon demande au mec de la CIA d'aller filmer, d'aller voir Kubrick pour filmer un faux alunissage au cas où les mecs les mecs d'Apollo arrivent pas à atterrir sur la Lune, tu vois, pour montrer que aux Russes qu'ils y sont bien arrivés. Et donc les mecs partent et donc ils tombent sur un mec, toute une bande, les mecs qui sont besoin de tuer, ils se font passer pour Kubrick. Enfin, c'est un film complet. Moonwalk, ça, si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire. Et donc il y a effectivement toute la musique, White Rabbit, Creedence, tous les trucs de l'époque, du délire psychédélique. Enfin voilà, la vraie révolution aujourd'hui, pour moi, c'est stopper la consommation sans sommation. On n'arrivera à rien, si tu veux, si on stoppe pas la consommation sans sommation. Alors évidemment, ça va passer par des trucs quand même assez violents, parce que derrière chaque acte d'achat, comme je le dis souvent, se dissimule un plan social qui ne figure pas dans les statistiques de l'OMC ou du Bureau international du travail. Mais c'est ça la puissance, quoi. Plus tu stoppes ta consommation, plus tu la réduis, là tu seras obligé. Parce que le coût du revenu de base, toi, c'était à l'époque, il y avait un mec, je sais pas si tu te souviens, tonton David, là, sur l'histoire. Déjà, il avait un peu senti le truc au début de ce qu'on appelait, c'est pas le RSA, c'était le RMI à l'époque, où il avait fait une chanson, mais j'en suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Toi, c'est bizarre, toi, qu'on me donne du fric à rien foutre, etc. Bon, il y a l'histoire de la cohésion sociale, évidemment, qu'il faut maintenir. Il y a l'histoire du plan de relance déguisé, faire tourner la machine comme ça, mais la faire tourner pourquoi? La faire tourner pour servir à quoi? La faire tourner pour aller dans quelle direction? La vérité, c'est que la folie, regarde, la folie est devenue la norme. Regarde la charia du marché, le jour des ouvertures, moi je le vois au Galeries Lafayette, le jour des soldes, les gens qui se ruent comme des malades, etc. Oui, non mais quand on leur dit tiens, vous aurez tant de pourcentage, 50% si vous pointez à poil dans le magasin. Il y en a qui l'ont fait. Mais bien sûr. Et donc la clé, si tu veux, c'est ça, c'est stopper, c'est faire la distinction entre ses besoins et ses désirs, en sachant que les désirs, te sont totalement insufflés par le marketing. Tu vois, le marketing te crée tes désirs, crée des désirs et la consommation les tue.
Hop, toi, on te crée des désirs, et hop, tu consommes, et hop, ça tue ton désir, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu ne fais que multiplier tes désirs. D'ailleurs, moi j'avais participé à une conférence sur le bonheur qui réunissait à Istanbul plus de 2000 statisticiens pour faire un indice sur le bonheur. Bah, tu t'aperçois qu'à partir d'un certain seuil, faut pas gagner trop, parce que si tu gagnes trop de fric, tu fais que multiplier tes désirs, quoi, au-delà du truc, quoi. Et en fin de compte, tu es de plus en plus malheureux, quoi. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est comme ça. On s'est aussi aperçu, si tu veux, que l'émancipation des femmes avait plus profité aux hommes qu'aux femmes elles-mêmes, que le bonheur diminuait avec l'arrivée d'un enfant dès le premier enfant. Avec le nombre d'enfants dès le premier enfant, le bonheur diminue. Donc célibataire, sans enfant, marié, c'était le top du bonheur. Toi, tout ça, c'est des questions de fond, si tu veux, sur lesquelles on devrait quand même se poser des questions avec nos modes de vie complètement dingues, quoi. Donc moi, le revenu de base, je suis quand même, moi pour en revenir à ça, si tu veux, moi j'émets d'immenses réserves, parce que on sait en plus, et ça faut pas le nier, si tu veux, moi Zuckerberg et compagnie, je comprends qu'ils aient peur pour leurs fesses, parce que ça va encore servir. La vérité, c'est que moi, je prends l'exemple de la France. Chaque année, tu as 20% de jeunes qui sortent sans aucune qualification. Donc, on va avoir un besoin énorme, mais c'est pareil dans les autres démocraties de marché, un besoin énorme d'emplois non qualifiés. Bah oui, il faut bien les faire bosser. On va pas toutes les foutre comme vigiles dans les supermarchés au McDonald's, si tu veux. C'est pas possible, quoi. Et un jeune sans formation, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce qu'il consomme que dalle. C'est pas le fait qu'il paiera pas d'impôts et qu'on lui file le RSA, etc. C'est surtout qu'il ne va rien consommer. C'est un mec qui achètera jamais de maison, c'est un mec qui etc., etc., etc. C'est là-dessus qu'on perd, et on va perdre tout au long de sa vie. Bon, je te parle même pas aux États-Unis. Ils font des calculs, même où dans le calcul, ils comptent le temps où le mec va rester en prison. En prison, donc alors là, en prison, il va encore moins consommer, ça va machin, etc., etc., etc. Tu vois, c'est sûr. Donc le problème de la formation. Alors donc les robots en plus vont détruire aussi des emplois pour les gens les moins qualifiés. Donc t'imagines la catastrophe. On va avoir ce besoin d'emploi non qualifié et malheureusement on va pas les avoir à cause des robots. Moi, j'avais eu une idée, si tu veux, un peu saugrenue, c'était de faire un musée des métiers disparus, si tu veux, toi. Commencer, alors toi, derrière des vitrines. Alors l'entrée serait gratuite. Et bon, par exemple, à l'entrée, on verrait des gens exercer des métiers qui ont disparu par la destruction créatrice, si tu veux, derrière des vitrines. Le premier, toi, par exemple, ça serait un employé du Pôle emploi. En train de manger un sandwich au jambon ou un panini saumon. Un mec qui te regardait, bon, avec un regard malgré tout bienveillant, mais qui depuis a été remplacé par un logiciel de Big Data, toi, l'employé du Pôle emploi, et ainsi de suite, toi. Dans la musique, dans les photographes, enfin toi, partout. C'est-à-dire il y a eu polémique récemment sur Pôle emploi dans un patelin, dans une ville qui avait fait un genre de, pas de formulaire, mais oui. Le parfait demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, de telle heure à telle heure, tu te lèves à 7 heures, il faut que tu fasses ça. Oui, j'en ai entendu parler, ouais, c'était assez extraordinaire, ça, ouais. Il faut que tu penses à l'optimisme de la journée, il faut que tu penses qui contacter, voilà. Et voilà, arrive à 8 heures, il faut que tu ailles sur tes mails. Dire à 9 heures, il faut faire ça. Voilà, c'était une grosse polémique, c'est-à-dire. Ouais, la pensée positive, etc. Ouais, la pensée positive, c'est clair. Bon, là, c'est vrai que ça va être un petit peu too much pour l'emploi. L'érection matinale. Oui, on se dit, pourquoi pas. Allez prendre une douche froide pour calmer vos ardeurs. Voilà. Concentrez-vous sur votre recherche d'emploi, optimisez votre temps. Pour répondre à le sujet, c'est depuis le début, c'est nécrologie. D'ailleurs, tiens, tu vas expliquer à Evelyne, tiens, peut-être qu'il y en a des nouveaux auditeurs ou des nouveaux spectateurs.
Alors, déjà un petit coucou à Angie le sage. Bonsoir à tous, bon direct. L'émission s'appelle Nécronomie et Actu. Alors peut-être qu'il y a certains qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas encore ce mot nécronomie. Oui. Alors c'est parti. Bon, en fait, c'est parti. Moi, depuis 2005, j'ai démarré. J'avais vu venir la crise qui nous est tombée dessus. En fait, officiellement 2008, mais moi, je l'avais vu venir dès 2005. Donc, j'ai commencé à écrire dessus dès 2005 dans différents journaux à l'époque, et puis dans un blog que j'entretiens depuis 2007, quoi, qui s'appelle Nécronomie. Ce blog a donné lieu d'ailleurs à un livre qui est sorti en 2010 qui s'appelle Crise et mutation. Et après, j'ai essayé de m'investir dans des actions. Tiens, j'ai écrit l'hymne européen contre l'austérité, qui a été joué dans toutes les manifestations. Ça, j'étais assez content. Bon, c'était pour Attaque, donc c'est quand même un peu boboland aussi. Enfin, bon, entendre tes paroles dans toutes les manifs en simultané, ça fait quand même plaisir. Donc la nécronomie, si tu veux, c'est parce que moi je considère, et puis tous les gens de nécronomie, parce qu'on est un certain nombre à se retrouver sur le blog, que l'économie est une idéologie. C'est une idéologie. D'ailleurs, c'est une invention du 18e siècle. Donc, les sciences économiques, faut dire que c'est du pipeau. C'est exactement comme l'astrologie. Preuve en est que la crise de 2008, nous, on a réussi à la voir venir. Aucun économiste à l'époque, moi, quand j'en parlais, on me prenait pour un fou. J'étais David Vincent qui a vu les extraterrestres. Je disais récession, dépression. On me disait, mais JP, arrête de faire peur à tout le monde. C'est pas possible, etc., etc. Mais je dis, mais vous voyez pas ce qui est en train de se passer, là. Ça y est, on y est. Et d'ailleurs, on n'en est pas sorti. Hein. Ça continue et de plus belle. Mais ça, on reviendra peut-être plus tard là-dessus. Donc la nécronomie, c'est tout simplement la négation de l'économie, dire non, déjà les sciences économiques n'existent pas. Bon, ça c'est une invention en plus un Français, Jean-Baptiste Say, un mec un peu libéral, qui a voulu sortir ça du pouvoir de l'État et qui a présenté l'économie comme une science, comme la physique, etc., avec des lois. On a rajouté un petit peu de mathématiques pour faire beau, etc. Et on voit que tout ça n'arrive à rien. Donc l'économie n'est absolument pas une science. Ce qui existe, c'est l'économie politique, mais aujourd'hui, il n'y a même plus d'économie politique, puisque, et on le voit à travers Macron, pour faire le lien avec ce qu'on disait préalablement, pour reprendre ce que disait d'ailleurs Michel Onfray, je suis d'accord avec lui là-dessus, Macron considère que la politique doit être au service de l'économie. Donc, c'est bien la preuve que maintenant, l'économie est devenue l'économisme est devenu une totale idéologie. On est dans le règne de l'homo economicus. L'économie, en plus, comme je dis toujours, l'économie est une maîtresse tyrannique, parce que d'un point de vue économique, tout est économique. L'histoire est économique, le social est économique, l'amour est économique aussi, parce que le tissu amoureux et social est relié à l'économie. Enfin voilà, l'économie, c'est c'est le chapeau suprême de la vie d'un individu. Par exemple, on peut dire d'une certaine façon, c'est Evelyne, c'est ça? Oui. Hein, bon, toi, je vais dire un truc. Toi, Evelyne, par exemple, on pourrait dire d'un point de vue économique que si tu te cherches un mec, c'est comme si c'était une espèce de business plan. Toi, tu cherches un mec qui va, voilà, toi, qui est un peu une sorte de business plan. Voilà. On a besoin. Donc c'est ça, la nécronomie, c'est la négation la négation de l'économie, évidemment en tant que science. Ça, on n'y croit absolument pas. Sinon, pourquoi les économistes seraient dans cette incapacité totale de prévoir les crises? Donc ça semble évident. Mais aussi, on nie totalement l'économisme triomphant. On considère ça comme une idéologie, et qui plus est une idéologie mortifère, qui ne doit absolument pas guider nos vies, quoi. Oui, donc ce qu'on appelle la money power. D'ailleurs, la money power, c'est la money power qui décide, hein, les Goldman. En fait, Keynes, qui était le plus grand des économistes, quand même, ça, pour le coup, faut quand même le dire, et le seul peut-être sensé, si tu veux,
il le dit à la fin de la théorie générale, il le dit, mais si les gens avaient conscience que leur vie ne sont que le scénario d'économistes défunts, et pourtant c'est les réalités. Aujourd'hui, on est à un stade, les gens ne se rendent pas compte, où nos vies sont totalement le fruit de scénarios de la money power. En ce moment, c'est des banquiers centraux via la Fédérale Réserve, la Banque centrale et l'émission de billets, la planche à billets qui tourne à fond, des dizaines, des milliers de milliards de dollars. Mais c'est que ça. Et nous, on est complètement là-dedans, mais même archi-dominés à notre insu. À notre insu, quoi. Ils font ce qu'ils veulent et on s'en rend même pas compte, quoi. Donc, faut refuser ce dictat. Et c'est ce qu'on fait dans. D'ailleurs, tiens, ça me donne l'occasion de lire un extrait d'un de tes derniers billets sur le. Alors, pour trouver ton site, hein, c'est simple, hein, sur un coup de Google. L'économie, voilà. Vous tombez sur le site de Jean-Pierre. La money power ne voulant pas être jugée sur ses résultats tant ils sont catastrophiques, elle doit être jugée sur ses ennemis. C'est la raison pour laquelle, dans cette élection, on parle des élections présidentielles françaises, seuls ont obtenu les 500 signatures des candidats dont les programmes étaient farfelus, voire délirants. Oui, c'est vrai. Jugez-en d'autres trotskistes, un berger, un homme qui veut relancer la conquête de l'espace. Asselineau, oui, c'est vrai. Le mec berger, c'est eux qui ont eu les 500 signatures. Oui, bien sûr, ouais. Il y a plein de mecs, regarde des mecs comme Henri Guénaud, c'est pas un délirant, il les a pas eu les 500 signatures. Et non, pas du tout. Et pourtant on l'a assez vu, hein, et ça en est assez plein. Il faut se poser la question. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais dire, je crois que Evelyne a réagi. L'humain doit être rentable pour les lobbies et les politiques. Comment va-t-on réduire le chômage quand on remplace les emplois par des machines? Donc, on nous prend pour les imbéciles. On nous prend pour des imbéciles. D'où l'idée du revenu de base, qui est quelque chose d'inévitable. Et de l'ubérisation qui gagne pan par pan toutes les couches de la société, le retour au paiement à la tâche. Donc l'idée globale de la money power, parce qu'ils disent bon, l'ubérisation c'est bien beau, mais donc déjà bon, t'as plus de congés payés, enfin bon, t'as un statut déjà auto-entrepreneur ou ceci ou un truc comme ça, donc ça n'a et ton temps de cerveau, tu dois être mobilisé, enfin tu dois être là en permanence à regarder si tu as une mission à choper ou si on t'appelle, c'est ça quoi, l'ubérisation. Donc le résultat, il faut bien que tu survives. Donc l'idée, c'est ça, quoi. C'est le revenu universel, ça sera le revenu de base pour pouvoir faire tourner l'économie. Donc c'est une sorte de plan de relance déguisé, finalement, pour faire tourner les choses, et surtout pour permettre aux gens aussi à certains gens non qualifiés de pouvoir les payer le moins possible, pouvoir leur dire oui, mais attendez, à côté vous avez le revenu de base, vous avez ceci, vous avez cela, regardez, donc pouvoir aussi diminuer les salaires, diminuer les salaires, pour ceux qui auront encore la chance, évidemment, d'être salariés. C'est pour ça que c'est aussi bien un plan qui peut convenir à la droite qu'à la gauche, diminuer, enfin, surtout au milieu. Mais NKM est favorable. Gaspard Koenig, le mec de Génération Libre, les mecs du revenu de base, c'est des mecs de droite. Frédéric Lefebvre, qui était le porte-flingue de Sarkozy, il est pour le revenu de base à 800 €. NKM, elle s'y connaît quand même, c'est une polytechnicienne. Son frère, il a fait fortune avec Price Minister. Donc elle sait très bien, la nouvelle économie, c'est un truc qu'elle connaît très bien. Donc c'est pour ça, elle le dit elle-même d'ailleurs, dans l'avenir vous n'aurez plus de patron, vous aurez des clients, on te fait miroiter, demain vous serez tous entrepreneurs, mais attends, il y a des gens qui n'ont pas, on sera pas tous des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Non, est-ce que ça a été plutôt bien incarné par Thomas Piketty? Qu'est-ce que tu je parle de Piketty, si tu veux, Piketty, si tu veux, il a une réforme. Il a pondu une réforme fiscale qui est beaucoup plus ambitieuse, qui s'arrête pas, si tu veux, au revenu de base. C'est un truc hyper ambitieux. Bon, malheureusement, l'eunuque François Hollande n'a pas eu les couilles de prendre Piketty pour faire ça, mais non, il faut une refonte totale du système de redistribution en France, parce que là,
qu'est-ce qui se passe? Les inégalités, mais se sont considérablement accrues. Moi, je le vois à Paris avec le phénomène je suis en première ligne, de la gentrification. On nous chasse tous de Paris. Il y a que les très riches qui restent dans Paris. Être locataire à Paris, c'est même plus possible. Tous les propriétaires sont en train de résilier les bails pour vendre tout. Le mètre carré, c'est 8 000 € en moyenne. Et il y a des zones comme là où je suis, moi, c'est 10 000 €. Tu vois. Et encore, moi, je suis dans un squat. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais me faire expulser d'ailleurs. Mais ce qu'on appelle la gentrification, donc les bobos ont pris le contrôle total du terrain. Et maintenant, le mec qui gagne entre 1600, 2000, 2000, 2300 €, bah, il ne peut plus se loger, si ce n'est à 1 heure de Paris, quoi, ou à 45 minutes, ou dans ce qu'on appelle les zones grises, quoi, les zones, bon, bah voilà, qui sont les banlieues un peu chaudes, quoi. Donc voilà, ou alors aller dans les logements sociaux, mais les logements sociaux, bon bah voilà, c'est 7 ans d'attente, quoi. Donc il reste les très riches et les très pauvres. Donc cet accroissement des inégalités, c'est un peu le modèle de toutes les mégapoles dans les démocraties de marché actuelles. Alors je parle même pas des zones rurales. Alors là, dans les zones rurales, là c'est quasi laissé à l'abandon aussi. C'est un énorme problème. Alors, très riche, très pauvre, justement, ça rejoint cette analyse que j'avais croisée venant de Zemmour aussi, qui avait dit ça, qu'en gros, cette élection n'avait été rien d'autre pas une cristallisation, mais oui, une sorte de cristallisation de la lutte des classes. C'est-à-dire que quand on voit qui est arrivé premier et puis second, on a Macron et puis une Le Pen. C'est-à-dire on est sur le très pauvre qui jette sa colère sur Le Pen. Et le CSP++, l'élite, quoi. Suprêmement intelligent, ou le mec pour qui la mondialisation se passe bien. Et voilà, la mondialisation amoureuse. D'ailleurs, tiens, il y a Evelyne à laquelle tu as répondu, qui répond elle à son tour. Oui, Jean-Pierre, on le sait, mais comment faire? Quelques conseils. Moi, j'ai déjà commencé à changer ma façon de consommer. Ça, c'est très bien, Evelyne. Alors là, moi, je te félicite. Je te dis, déjà, consomme. La première des actions, c'est réduire sa consommation au minimum du minimum. Ça, il n'y a pas. De toute façon, ça, c'est le premier acte, l'acte fondateur, c'est ça. C'est voilà, dire stopper sa consommation sans sommation. Arrêter. Déjà sortir de tout le conditionnement dont on a été victime dès notre naissance, hein, c'est déjà hallucinant. Hein, c'est déjà on a tous confondu la vie avec une accumulation de gadgets. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Donc ça, la première action, je pense, c'est ça. Moi, ça ne peut se régler que par le fait de stopper sa consommation sans sommation. Déjà, il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir. Je vois pas d'autre solution. Sinon, évidemment, on rentre dans des choses, on va dire, plus insurrectionnelles, quoi, qui risquent de venir, hein, qui risquent de devenir, parce que qui seront au départ catégoriels, comme on les a vus, les chauffeurs de taxi, les ceci, les cela. Mais qui, bon, le problème, si tu veux, c'est que la convergence des luttes, moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, même voter, c'est devenu un acte de consommation. Hein. On a vu ça en primaire. Hein. Tu votes, tu mets 2 €. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en même temps, voilà. Et surtout que là, ils se sont bien fait avoir, parce que non seulement c'est devenu un acte de consommation, mais il faut voir aussi le destin des deux qui ont été élus aux 2 primaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été foutus d'être au second tour. Donc, ouais. Je reviens, tiens, à Evelyne. Avec Macron, c'est loupé, car ce sera plus pour les riches, banques, etc. Il faut créer un autre système financier entre nous, troc, solidarité. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Oui. Tiens, ça me vient en tête, je voulais l'évoquer, ça me vient maintenant. Il y a eu l'histoire du ransomware où tous les ordinateurs
on a eu en France, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais dans les autres pays, pas mal, les hôpitaux, tout ça. Donc, pas mal, donc toute l'informatique a été piratée qui a été victime d'un gros piratage avec le ransomware. Vous voulez que votre ordinateur revienne à l'état initial, vous payez tant, je ne sais plus la somme, mais en Bitcoin. Et du coup, ça a fait monter la cote du Bitcoin. Donc, ça fait monter aussi la cote de toutes ces crypto-monnaies. Est-ce que tu es au courant de ce fait? Et est-ce que oui. Oui, non, moi j'y crois beaucoup. Bon, tu sais, moi j'ai bossé pas mal sur ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Il y en a une qui a un super succès en Suisse qui s'appelle le WIR. Ça, Evelyne peut aller voir, WIR. C'est un truc qui a été créé après la grave crise, après la première grande dépression de 1929. Donc, les commerçants avaient du stock, mais l'argent ne circulait plus, les banques ne passaient plus de pognon, donc ils ont créé une monnaie complémentaire qui s'appelle le WIR pour faire circuler l'argent entre eux. Il y en a beaucoup de monnaies complémentaires. Au Japon, il y a une nana qui a fait une banque du temps, tu vois, où on se paye avec un carnet, enfin des tickets de temps, etc. C'est pas de la monnaie, c'est une banque du temps. Alors moi j'avais bossé sur la partie d'une monnaie complémentaire belge qui s'appelle le RES, R-E-S. Alors c'est quand même une logique. Ce qui est génial à la fois là-dedans, c'est qu'il n'y a plus besoin de banque et qu'on peut se prêter directement de l'argent entre nous. Je t'explique, je vais essayer de t'expliquer le système d'une façon pédagogique. Bon, imagine par exemple un client arrive dans un hôtel et dit voilà, je voudrais une chambre. Le patron d'hôtel lui dit ok, bon bah voilà, c'est 100 €. Donc le client fout les 100 € sur le comptoir, monte à sa chambre. Le patron de l'hôtel prend les 100 € va voir le boucher en face de chez lui à qui il devait 100 € pour de l'achat de viande, toi, donc règle sa dette de 100 €. Le boucher prend les 100 €, va voir une prostituée à qui il devait 100 € pour des passes, donne les 100 € à la prostituée va à l'hôtel et donne les 100 € au patron de l'hôtel pour le rembourser des chambres qu'elle avait louées. À ce moment-là, le client redescend et dit bon bah écoutez, la chambre ne me convient pas, remboursez-moi. Le patron de l'hôtel le rembourse. Et ben ce qui est magique dans cette histoire, c'est que par le simple fait de circulation de l'argent, plus personne n'a de dette. Tu vois le truc? Démonstration. Réfléchis à ça, tu vois. Rien qu'en faisant. Donc le truc, c'est aussi si on sait faire circuler l'argent, tu vois. Donc là, il y a et avec ces histoires de monnaie complémentaire, donc en faisant circuler l'argent entre nous, donc il n'y a plus besoin de banque, on peut se prêter de l'argent sans intérêt. Voilà, ça c'est dans le film Demain de Mélanie Laurent, d'ailleurs, ils en parlent, qui a produit Mélanie Laurent, ils en parlent. Le grand spécialiste de ça, c'est un mec qui s'appelle Bernard Lietaer, c'est pas rigolo, c'est l'ancien patron de la Banque centrale de Belgique. Donc il y a une étude d'ailleurs qui est gratuite, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, Bernard Lietaer, les monnaies complémentaires, qui est bien comprendre. Ça aussi, j'y crois beaucoup, si tu veux. Moi, je compte deux choses. Si tu veux, les utopies pirates, construire une économie. Parce que faut se souvenir que les pirates avaient réussi quand même à créer à travers le monde un véritable réseau. Ils avaient un endroit qui s'appelait Libertalia, c'est du côté de Madagascar, où ils se retrouvaient. Bon, il y avait Tortuga, qui est la plus célèbre cache, enfin la plus célèbre des îles des pirates, mais bon, ils se retrouvaient à Libertalia, où ils échangeaient leur butin, etc., contre du blé, contre de la bouffe. C'était des butins et ce système qui était composé de cash, où on pouvait s'échanger de tout, a fonctionné pendant des années et des années. Les utopies pirates ont fonctionné parfaitement. Si tu veux, donc je crois beaucoup aux utopies pirates, je crois beaucoup aux monnaies complémentaires. Je crois qu'il faut qu'on prenne, qu'il faut qu'on se débarrasse en premier des banques. C'est tout, qu'on apprenne à faire circuler l'argent entre nous.
avec le système que je viens d'expliquer. Alors, Comme ça, on peut s'en prêter sans intérêt. Justement, Evelyne rebondit là-dessus, mais est-ce que les Français sont prêts pour cela? Non, non. Alors malheureusement, si tu veux, ça c'est pareil. J'ai fait quelques conférences. Les Français seront prêts le jour où il y aura ce qu'on appelle une chambre à l'inverse des Suisses. Tu vois, les Suisses quand même, eux, ils sont avec le WIR, ils sont prêts. Les Français, non. Ils seront prêts le jour où il y aura une vraie chambre de compensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, si on fait ça en France, on a essayé avec les sels, avec le sol, etc. Si on dit aux Français, on va transférer votre fric en une monnaie complémentaire, et si le mec, on peut pas lui garantir que sa monnaie complémentaire, on pourra de nouveau la transférer en euros, ça ne marchera jamais. Donc c'est ça le principe d'une chambre de compensation, c'est qu'on puisse faire l'aller-retour. C'est pareil, tu vois, dans le Bitcoin, si tu veux, tu peux acheter qu'en Bitcoin en fait, si tu veux. Une fois que tu es en Bitcoin, tu es en Bitcoin, quoi. Il n'y a pas de chambre de compensation. Donc non, les Français sont pas prêts à ça. Il faut qu'on franchisse un pas supplémentaire, malheureusement, qu'on a évité. Normalement, la situation économique dans laquelle on était, si tu veux, devait nous mener vers une très grande dépression, comme en 1929. Tu vois, c'est là qu'ont jailli toutes ces monnaies complémentaires, le WIR en Suisse et tout. Et là, tout a été colmaté. Là, aujourd'hui, on est dans la situation, si tu veux, de quelqu'un qui souffre d'hémorragie interne, à qui on fait une transfusion via les banques centrales. Tant que les banques centrales continueront à émettre des milliards de billets, la planche à billets continuera à fonctionner, le système, l'endettement continuera à monter. Mais le système continuera à tourner. Ça peut tourner encore 1 an, 2 ans, parce que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de l'état réel de l'endettement. Alors que là, on a atteint notre maximum. Même les ménages sont surendettés. Tout le monde est surendetté. Il y a les pays, évidemment, avec les dettes souveraines. T'imagines que les banques centrales, tout le cash disponible est absorbé par le trou noir des dettes souveraines. Les banques centrales achètent les dettes des pays. Tiens, je regardais cette semaine, là, c'est toutes les banques, les 3 principales banques italiennes qui sont en faillite. Donc, comme il y a les élections en septembre en Italie, si tu veux, voilà, ils veulent pas faire payer, tu sais, c'est toujours buy-in, buy-out. Est-ce qu'on prend les dépôts des épargnants, quoi, les mecs qui ont mis leur cash, ou est-ce qu'on fait payer les actionnaires et le contribuable? Bon, bah, là, en Italie, ils ont encore fait le choix pour recapitaliser les banques, de faire payer les gens en tant que contribuables et de faire payer les actionnaires, parce qu'ils se sont dit, si on prend l'argent des déposants, comme il l'avait fait à Chypre, ça va être le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, c'est le populisme total qui va prendre le pouvoir, quoi, hein. Là, ils vont péter un plomb, les Italiens. Bon, là, il y a la 6e banque espagnole qui est aussi en train de faire faillite. Donc voilà, on est très très loin d'une sortie de crise comme on nous le fait croire. Il y a aucune reprise. On est de toute façon dans ce qu'on appelle la stagnation séculaire. La stagnation séculaire, elle a été théorisée par un mec qui s'appelle Robert Gordon aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est dans une révolution industrielle, mais qui n'est pas comme les précédentes révolutions industrielles, dans la mesure où elle va nous amener du confort via les smartphones, les trucs, les conforts, le fait de pouvoir commander ceci, le machin connecté, etc. Mais elle n'est pas créatrice d'emplois. Les startups, ça ne crée pas les emplois comme l'industrie. L'électricité, dans la précédente révolution industrielle, ça a permis, tu vois, la machine à laver, la vaisselle, et donc du coup aussi aux femmes de travailler, si tu veux. Donc ça a été, les femmes ont été, excuse-moi, je viens de dire ça, mais l'armée de réserve du capitalisme, hein, juste avant l'immigré, qui a été vraiment la sous-armée de réserve. Donc dans ce coup, ça a généré de la croissance, c'est ça. Là,
Là, les trucs connectés, machin, le t-shirt connecté, ça va, le thermomètre connecté, le machin connecté, ok, ça va t'amener du confort, ça va t'amener des trucs, mais ça, c'est pas créateur d'emploi comme les. Donc, on va être dans ce qu'on appelle une stagnation séculaire, une croissance molle. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, on ne connaîtra plus jamais de croissance. Bon, nous, en France, on faisait du 3%, c'était extraordinaire, déjà les bonnes années. Bon, maintenant, voilà, on va rester à 2%. Même les États-Unis, c'est terminé les croissances au-delà. Alors, ça crée un peu d'emplois, mais très, très peu. Donc, le tableau est loin d'être rose, mais personne véritablement ose en parler, si tu veux, parce que toute l'économie repose, si tu veux, sur ce mensonge, sur ce mensonge énorme, quoi. Donc, faut pas faire peur aux gens, faut pas le parcours consommateur. Un citoyen, c'est un citoyen consommateur, si tu veux, toi. Donc, faut vraiment sécuriser sa traversée, sa vie, c'est sécuriser son parcours consommateur. Evelyne, la dette est virtuelle. Elle a été créée pour maintenir le peuple dans l'ignorance de l'enrichissement des banques qui gouvernent le monde. Oui. Justement, il y avait eu à mon souvenir, dans le programme de Le Pen, il y avait cette volonté du retour à la Banque de France pour l'emprunt. Pour revenir en arrière, quand même, la dette commence bien avec cette loi. Alors, il y a une polémique, mais cette loi de 73, je ne vais pas dire de conneries, initiée par Pompidou, me semble. Oui. Où l'État a eu pour obligation d'emprunter aux banques privées. Oui, c'est ça. Mais le problème, si tu veux, c'était pas trop dans le programme du Front National, ce qui posait problème, si tu veux, c'est surtout aux entreprises qui ont emprunté en euros. Toi, c'est ça qui pose problème, toi. Tous les mecs qui ont fait rentrer des fonds d'investissement américains, par exemple, puisque bon, je parle même pas des sociétés du CAC 40 qui sont détenues. Le CAC 40 aujourd'hui est détenu évidemment par beaucoup de fonds étrangers, si tu veux. Donc déjà, ça pose un méga problème sur la retraite des Américains, etc. Mais il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont emprunté en euros. Donc c'est là que le retour au franc, effectivement, ça n'a pas été prévu pour faire machine arrière. Hein. De toute façon, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Les Anglais ont gardé le contrôle de leur monnaie. Les Suédois aussi, hein, voilà, ceux qui ont gardé le contrôle de leur monnaie, bon bah s'en sortent bien d'ailleurs, hein, mais tous les autres, bon bah on l'a fait, tu sais, bon en fait pourquoi ça s'est organisé comme ça? En fait, on sait bien que l'euro a été indexé sur le marque. C'était la condition pour que l'Allemagne rentre dans le système, c'est qu'on ait un euro fort, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on a perdu énormément de fric. Mais ça nous a permis à nous, comme à tous les autres pays qui rentraient dans l'euro, de pouvoir emprunter aux mêmes conditions que l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'on y est tous allés comme un seul homme. Mais en même temps, la réalité, on le voit bien avec la Grèce ou les pays d'Europe du Sud, et même nous, on peut pas suivre. En fait, l'euro, la réalité, d'ailleurs Trump l'a dit, en fait l'euro est en fait sous-évalué par rapport à l'Allemagne. Par rapport à l'Allemagne, il devrait être au-dessus, normalement il devrait être encore au-dessus, tu vois, par rapport aux exportations de l'Allemagne, etc. Mais par rapport à nous, si tu veux, il est beaucoup trop cher. Ça qui est terrible. Et parce que nos intérêts au sein de la zone euro sont pas convergents, ils sont totalement divergents. Nous, on n'a pas du tout les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes économies. L'économie de l'Allemagne n'est pas du tout structurée comme l'économie de la France. L'économie de la France n'est pas du tout structurée comme l'économie espagnole, italienne. Tiens, toi, par exemple, l'Espagne, c'est en train de venir. J'étais avec un pote hier, il me disait, bah, l'Espagne, c'est en train de venir la Floride aux États-Unis, quoi. Tous les retraités vont là-bas, si tu veux, parce que bon, tu payes les fruits, les légumes, enfin toute la bouffe, c'est pareil, quoi. 30-40% moins cher, t'as le soleil, bon, tu loues des trucs pour que dalle, voilà, quoi. Donc chacun doit
toi, se bat et s'adapte avec ses... Donc voilà, ça c'est un modèle économique. Nous, on est dans d'autres modèles économiques. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, il y a le tourisme. Il y a le tourisme. Ben, comme Evelyne dit, nous avons un miroir qui est la Grèce et on y va à grands pas. Alors moi, ça fait penser justement je crois que c'était en Grèce ou alors en Chypre où ils avaient, où ils s'étaient servis sur les caisses sur les retraites. Oui, ça Chypre, absolument. Mais ça, on y va à grands pas. Ça, c'est pas, ça, c'est ce qu'on appelle le buy-in, si tu veux. Toi, il y a le buy-in et le buy-out. Et ça, on va y aller. C'est pas du tout un mythe. Et d'ailleurs, la loi Sapin 2 le prévoit aussi sur les contrats d'assurance vie. Hein. Personne en parle, mais la loi Sapin 2, si tu regardes, sur les contrats d'assurance vie, bon, je crois que faut y passer 50 000 euros, enfin, j'ai plus le chiffre en tête, mais dans la loi Sapin 2, de manière à empêcher un bank run, toi, ou un assurance run, que tout le monde... mais c'est prévu dans la loi Sapin 2, donc de bloquer ton compte, quoi. Et Macron, avec sa hausse du prélèvement de la CSG sur les retraites, c'est les petits les petites retraites qui vont pâtir le plus. Ah, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Bon, justement, dans le fait de se servir sur les retraites, il y a aussi Macron. La CSG, oui. Oui, avec cette hausse de la CSG où quand même ça fait 200 euros en moins sur les retraites moyennes. Sur les retraites moyennes, oui. Bah, de toute façon, il y avait deux écoles. Hein. Si tu veux, tu avais l'école Fillon, c'était la TVA. Hein, et puis tu avais l'école Macron, c'était la CSG, quoi. T'avais la CSG, si tu veux, là tu touches, comme c'est payé par tout le monde, c'est payé, tout le monde est concerné par la CSG. Bon, personne peut répondre précisément si la TVA était une meilleure solution je pense moi personnellement que la TVA sociale était un bon truc, toi. La TVA sociale, ça c'était bien vis-à-vis de tous les produits importés, faire hacker tout ce qui rentre en France. Ça c'était un bon truc. Mais dans le programme de Fillon, c'était augmenter de 2 points de TVA. Surtout, hein, même sur la restauration, pendant un moment, il est revenu en arrière, mais il voulait augmenter de 2 points. Enfin bon, donc tout augmentait. Donc là, la TVA, c'est quand même, comme on dit, c'est comme aussi l'impôt le plus injuste, hein, parce que tu sois riche ou que tu sois pauvre, voilà. Donc de toute façon, ça fait partie de ces choses, voilà, qui creusent les inégalités. Hein. Et de toute façon, ce système d'Yveline économique va s'effondrer. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Là, on est et même à relativement court terme. Hein. Là, on est dans ces soubresauts. Maintenant, la dernière étape, il va falloir que toutes ces planches, tous ces planches à billets qui ont été faits par les banques centrales, elles vont devoir dégrossir leur bilan. Donc, elles vont devoir à leur tour vendre à des investisseurs tout ce qu'elles ont acheté. Alors, elles vont recommencer par vendre toutes les obligations qu'elles ont achetées. Parce que les dettes souveraines de la Grèce, toi, qui en veut? Personne n'en veut des dettes souveraines. Qui va acheter ça? Qui va acheter ça? Personne. À chaque fois qu'il y a une renégociation pour la Grèce, le FMI est obligé de taper du poing sur la table pour dire, il a expliqué 15 fois qu'il faut renégocier la dette de la Grèce, que dans l'état actuel, de toute façon, il faudrait même 3 générations avec autant plus de sacrifices. Après, tu rentres dans la spirale. Là, la Grèce, la vérité, c'est qu'on les maintient en vie, c'est à cause des migrants. C'est comme, c'est comme l'Italie. C'est parce que comme ils sont en passage, tous les migrants passent par la Grèce, donc on est obligé de maintenir. C'est important que la Grèce reste dans la zone euro. Sinon, ça va être catastrophique. Oui, alors on ne paye pas les dettes, comme le dit Mélenchon. Oui, tout à fait. Mais là, par contre, voilà, ça demande. Ça, c'est l'autre approche. C'est l'autre approche. Oui, il a failli. Hein. Oui, mais bon. Il a plutôt fait une bonne campagne, mais après, bon, c'est... Très, très bonne campagne. Oui, il a fait une très bonne campagne. Il a été un peu aidé aussi. Bon, c'est vrai qu'il a... je pense que déjà, il y a une partie
Il y a une partie de la jeunesse qui, plutôt pour voter au Front National, a plutôt été vers lui, bon, bah, qui a été un petit peu séduit par le côté tribun, tout ça. Voilà. Il a aussi quand même récupéré une partie de l'électorat ouvrier qui était parti depuis des années, il faut le dire, sur le Front National. Donc là, il y a de nouveau des ouvriers, des employés. Plutôt jeune. Je pense que les ouvriers, je pense que c'est pas tout ouvrier, je pense qu'elle est restée au Front National. Je pense qu'il a récupéré surtout au niveau des jeunes, il me semble. Et évidemment, au niveau du Parti Socialiste, où là, évidemment, il a pompé allègrement, et puis c'était assez facile de toute manière. Oui, c'était assez. Bah oui, simplement avec en maintenant un cap, un vrai cap à gauche. Hein. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Jérémy Corbyn. Il y a encore des. Bah, de toute façon, regarde Podemos Syriza en Grèce, Podemos en Espagne. Il y a de la place hein, pour une extrême gauche à 20%. D'ailleurs, on a bien l'extrême droite à 33%, 34%, quoi. Parce que là, on dit oui, le Front National, c'est un échec. On a quand même un parti d'extrême droite à plus de 30%. C'est quand même pas rien. Hein. D'ailleurs, il y en a voulu de ne pas prendre position entre les deux tours, mais ça, c'est. Mais enfin, moi, là-dessus, je pense que je prends parti pris de dire qu'il a sûrement bien fait, parce que il faut pas oublier en fait, c'est qu'il y a eu entre les deux tours cette période où chacun devait se dire pour qui il votait, mais il faut pas oublier que dans une salle de vote, il y a des isoloirs. Ouais. S'il y a des isoloirs, c'est pas pour montrer à tout le monde pour qui on vote. Ouais. Non, mais tu connais moi ma position là-dessus. Je t'ai toujours dit, moi je considère tant que le vote blanc ne sera pas considéré, ne sera pas comptabilisé, si tu veux, à l'élection présidentielle, je considère que ne pas voter est un acte insurrectionnel. Toi, parce que si c'est comptabilisé, ça aussi c'est un autre moyen qu'on peut dire à Evelyne, toi, c'est là il y a 34, on arrive à 30% d'abstention, les taux d'abstention. Si on arrive à plus de 50% d'abstention, tu vois, de gens qui ne vont pas voter, là, il va forcément se passer quelque chose, parce que plus de 50, voilà, ça valide automatiquement les élections, le tournoir, quoi. Donc l'abstention, c'est aussi un acte politique très, 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 très fort. Ça a été plus ou moins comptabilisé, mais de manière officieuse, parce que oui, c'est de manière officieuse, mais ce n'est pas comptabilisé de manière officielle, si tu veux. Ça ne pèse pas ça compte maintenant dans les autres élections, mais pas pour l'élection présidentielle. Parce que, imagine quand même, Marine Le Pen, presque 11 millions, ouais. Et si on comptabilise vote blanc et abstention, 16 millions 5. Ouais. 5. C'est énorme, hein. Mmh. Question d'Evelyne. J'ai entendu dire que la banque allemande, justement, je l'évoquais tout à l'heure, la Deutsche Bank. Oui. J'ai entendu dire que la banque allemande a été au bord de la faillite. Est-ce que c'est la Chine qui les maintient à flot? Est-ce vrai? Oui, alors oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils ont pris parce que Merkel a toujours dit là-dessus qu'elle refoutrait pas de fric dans la Deutsche Bank. Bon, cela dit, ils ont fait tout un pan de leur activité, une activité assurance et une activité aussi postale qu'ils avaient, etc. Donc, ils se sont séparés de tout un pan d'activité. Et derrière, effectivement, il y a eu des fonds chinois qui ont pris des participations. Non, c'est vrai, ça. Ah oui, c'est vrai, la Deutsche Bank, ils se sont retrouvés dans une histoire pareille, quoi. Un peu de subprime, mais de créances douteuses. Là, en Europe, il y a encore plus de 1000 milliards de créances douteuses dans les banques. Hein. Enfin, qu'on a à peu près identifié, tu vois. On n'en est même pas sûr, quoi. Sans parler des autres. Et donc la Deutsche Bank, oui, mais il y a même plusieurs banques, puisque des banques régionales en Allemagne, puisque bon, avec le système de Lande, ils ont des banques régionales, des espèces de comme nous, tu
c'est des caisses d'épargne, tu vois, qui sont en faillite, ouais. Mais la Deutsche Bank, si tu veux, là pour le coup, c'est comme on dit, too big to fail, parce que si la Deutsche Bank la tombe, l'effet domino, si tu veux, ça fait exploser toutes les banques en Europe, tu vois. Oui, on explose tous. BNP, Société Générale, tout le monde explose avec la faillite de la Deutsche Bank. Donc c'est pour ça, là, on s'est dit, too big to fail, c'est pas possible. Alors on se demandait, effectivement, quand Merkel a dit, bah non, on va pas, nous, non, on remettra pas de thunes dedans, on se demandait comment ça allait finir, mais effectivement, il y a les histoires avec les Chinois et des fonds qataris aussi, je crois, des fonds qataris aussi, ouais, compris et surtout des grosses sessions d'activité, ouais. Et puis des licenciements massifs aussi, hein. On va apporter une conclusion à cette émission. D'ailleurs, tiens, il y a un 4e titre. On parlait d'ère industrielle. Là, on est sur un groupe Indus, industriel de Electro-Indus, qui est Front 242. Voilà. Alors, avant de finir par Front 242, une petite conclusion, Jean-Pierre. Front 242, puisque c'est des mecs qui sont en conflit avec leur label Pias depuis des années et des années. Leur label leur doit des millions et des millions d'euros parce qu'ils ont réussi à monter dans le Billboard, dans les charts américains, parce que ça a été la musique d'un film, toi. Ils sont devenus, c'est des Belges ces mecs-là, quoi. La conclusion, ma conclusion, si tu veux, c'est que c'est toujours dans la lignée. Je te dis, voilà, quoi, entre le survivalisme, refuser l'ubérisation. Voilà, ne rentrez pas dans le schéma de l'ubérisation. Réduisez votre consommation au maximum du maximum et faites entendre votre voix et votre contestation à chaque fois que c'est ce qu'on appelle un peu, toi, de l'essaimage, quoi. C'est des multitudes qui viennent s'additionner, et ça finit par former un essaim qui, au bout du compte, arrivera à produire quelque chose. C'est en tout cas nous ce qu'on essaie de faire avec les gens de Necronomie, quoi, de foutre un petit peu ce bordel, de créer un bordel ambiant. Je crois qu'on y arrive pas mal. Eh bien, merci à tous, merci aux auditeurs, merci Evelyne, merci à ceux qui nous ont écoutés. Salut Evelyne. Voilà. On se retrouve. Tiens, il y a une petite idée, je ne sais pas ce que tu en penses, de Olivier, de faire quelque chose sur les Balkans, au niveau. Oui, tout à fait, sur les Balkans. Eux, ça c'est pareil. C'est des gens qui sont passés par tous les États, quoi. Voilà. Il y a toujours ce fond d'espoir dans la mélancolie, dans la tristesse, et qu'on retrouve toujours ce fond d'espoir, tu vois, dans la musique des Balkans. Allez, conclusion en musique avec Front 242. Bon, je ne vais pas le mettre entièrement le titre, juste 2-3 minutes, mais on se rejoint en off après, Jean-Pierre. Salut Nico. Salut Jean-Pierre, merci à tous.